dans notre tête un modèle, par exemple, de la langue. Nous avons tous un modèle de la grammaire d'une langue, un parfait modèle, mais néanmoins suffisant pour simuler des phrases dans une langue étrangère aussi. Et la puissance de ces modèles, on le voit très bien, par exemple, lorsque vous rêvez. Vous rêvez, vous êtes allongé, vous êtes seul, et pourtant, votre cerveau va générer en lui-même la totalité de ce monde qu'on emporte avec nous. Alors on commence à le décrypter par imagerie cérébrale et aussi bien sûr au niveau des circuits neuronaux. Et lorsque vous me dites qu'est-ce que c'est qu'apprendre, eh bien apprendre c'est aussi ajuster les paramètres donc de ce modèle interne qui in fine sont la force des synapses, les poids des connexions entre nos neurones. Imaginez le cerveau d'un petit bébé, du cerveau des petits enfants. L'apprentissage c'est vraiment la caractéristique des tout petits et c'est un véritable bouillonnement dans le sens très littéral. Lorsqu'on dit le cerveau est plastique, on l'entend dans un sens vraiment littéral, c'est-à-dire que ces unités qui sont les neurones bougent, les synapses qui relient les neurones entre eux sont mobiles, et c'est de l'ordre de plusieurs millions de synapses qui se défont par seconde, lorsque vous regardez un petit enfant. Voilà. Donc, imaginez un ajustement des forces de ces connexions entre les neurones qui se traduit in fine par des changements anatomiques. Dans le laboratoire, on a scanné des personnes qui sont analphabètes, on a pu les comparer avec des personnes qui ont été alphabétisées. Eh bien, on voit l'ensemble des transformations massives qu'introduit l'apprentissage de la lecture dans le cerveau et la scolarisation. Et avec mes collègues, on a identifié en particulier une petite région, on en avait parlé dans les neurones de la lecture, qui concentre la connaissance des lettres et des chaînes de lettres. C'est elle qui fait que nous connaissons de façon implicite les racines de la langue française, l'orthographe de la langue française, les structures, et qui fait que lorsque nous voyons un mot en polonais, par exemple, nous disons ça ne pourrait pas être un mot du français parce que les statistiques des lettres ne sont pas là. Donc apprendre, c'est compiler des statistiques qui nous permettent d'avoir un modèle interne du monde extérieur. C'est un peu triste parce qu'il y a une courbe, effectivement, de décroissance des capacités, de perte de cette plasticité synaptique qui n'est pas totale et qui dépend des régions. Alors, il faut comprendre que ça dépend beaucoup du système dans lequel on se situe. Mais dans les systèmes perceptifs, par exemple, ceux qui nous permettent d'entendre les sons d'une langue étrangère, de faire la différence que moi je ne fais plus maintenant entre un ta dental et un ta rétroflexe qui est utilisé dans les langues indiennes, par exemple, ou ce qui permet à un japonais, ce qui nous permet plutôt de faire la différence entre un R et un L, mais qu'un japonais n'entend plus. Vous savez que les japonais n'entendent pas la différence, je sais pas. Donc tout ceci se produit dans la première année de vie. C'est important parce que quand on parle du langage, on a l'impression qu'il faut attendre peut-être la deuxième année, la troisième année pour que l'enfant se mette à parler. En réalité, il a commencé à apprendre sa langue maternelle, et éventuellement une deuxième, une troisième langue, dès la première année de vie. Et ces paramètres des consonnes, les voyelles d'abord, au bout de 6 mois, et les consonnes se fixent au bout de 12 mois dans le cerveau du petit bébé.